Paris assume d'avoir semé la zizanie en ouvrant le débat sur l'envoi des troupes occidentales en Ukraine. La question divise. Il y a quand même des pour. La France qui ouvre le débat, les pays baltes qui sont très inquiets, ils sont favorables, les Pays-Bas, le Canada s'est dit prêt depuis hier à envoyer des soldats en Ukraine dans un rôle non combattant certes, mais on voit bien que les lignes bougent. Et Stéphane Sejourné, le nouveau chef de la diplomatie française, a expliqué la position de la France dans les colonnes du Monde. La France doit être du bon côté de l'histoire. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation analogue à celle de septembre 1938, face à l'Allemagne hitlérienne après les accords de Munich. Pour comprendre notre logique, il faut avoir conscience de la situation. Il s'agit probablement d'un moment de bascule. Il faut que notre soutien à l'Ukraine dure si nous voulons protéger les Français. Et les journalistes du Monde le relancent. Être du bon côté de l'histoire, cela veut dire envoyer des troupes au sol. Et Stéphane Sejourné répond, il s'agit de mettre en échec la Russie sans faire la guerre à la Russie. Rien n'est exclu dans ce cadre-là. Voilà pour le discours officiel, mais ce que l'on oublie de dire, c'est que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont envoyé des militaires, des conseillers en Ukraine depuis plusieurs mois. Lydie, racontez-nous. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde sait, c'est ce qu'écrit le Washington Post qui l'affirme. Effectivement, les services occidentaux sont présents en Ukraine et cela depuis le début de la guerre. Des missions qui sont en fait clandestines, il n'y a jamais eu de communication publique à ce propos. Regardez ce que nous dit une source diplomatique ukrainienne, toujours au monde, tous les États alliés sont présents en Ukraine. Il ne s'agit pas d'unités de combat, c'est ce que nous disait Solène Rioux à l'instant, mais il y a par exemple des représentants de tous les services de renseignement. Alors de qui on parle exactement ? Eh bien on parle de personnel diplomatique sous couverture, des conseillers au sein des états-majors ukrainiens, mais également des forces spéciales. Des forces spéciales donc, et également des conseillers militaires. Ça n'a jamais été officialisé, mais des documents qui ont été divulgués en avril 2023 avaient confirmé que certains pays de l'OTAN en avaient bien déployé. Parmi ces pays, il y a donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi la France. Une présence pour des missions de renseignement, pour de la formation. Et selon le Guardian, les 3 pays fournissent aussi une aide qui concerne la cyberdéfense. Leur présence qui sera sans doute encore plus indispensable une fois que les avions de combat F-16 seront bien livrés à l'Ukraine. Et puis il y a quelques jours également, nous avons le New York Times qui nous apprenait qu'il y avait 12 bases secrètes de la CIA le long de la frontière avec la Russie. La CIA qui aurait ainsi financé et partiellement équipé un vaste réseau de bases d'espionnage dans toute l'Ukraine et qui aide donc Kiev à suivre les mouvements en fait, des troupes russes et à préparer donc ces opérations commando et secrètes. Lydie, cette présence occidentale est connue depuis toujours. Pourquoi l'information fuite maintenant ? Alors on a plusieurs sources qui l'affirment au Monde. C'est en fait une opération de transparence qui est tout à fait maîtrisée donc par le renseignement américain. Souvenez-vous de la réunion des alliés lundi dernier où Macron avait donc évoqué l'envoi de renforts militaires. Eh bien, les journalistes du Monde la racontent, cette réunion. Ils nous disent que même si les États-Unis n'ont pas été associés à l'élaboration précise de ce qu'allait dire Emmanuel Macron, eh bien, ils avaient été consultés en amont. La pression grandissante de Moscou sur le flanc est de l'Europe, les inquiétant tout autant que les autres participants. C'est ce qu'affirment les journalistes. Merci beaucoup Lydie pour ces informations qui ont peut-être, Nicolas Tenzer, surpris le grand public. Pourquoi c'est aussi important que les alliés soient là physiquement au sol, même si ce ne sont pas des troupes combattantes? Alors, tout simplement, ça a été très bien dit, parce qu'il y a des missions de renseignement auprès d'un État qui est allié, et l'Ukraine est un État allié. C'est très important qu'il y ait donc ces missions de renseignement, d'aide logistique, d'aide à la cyberdéfense, à la cybersécurité de manière générale, faites par ces troupes qui ont effectivement une expérience, un savoir-faire unique. Et donc, à partir du moment où nous soutenons l'Ukraine, et je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, devant une guerre d'agression criminelle, voire génocidaire, menée par la Russie, ces troupes-là sont tout à fait légitimes. Et il est tout à fait normal aussi, par définition, qu'il n'y ait pas de communication spécifique
évidemment, sur la localisation, les missions exactes, précises de l'ensemble de ces troupes. Parce que tout simplement, évidemment, s'il s'agit du secret défense, ça pourrait mettre en péril, évidemment, le personnel militaire, ou peut-être d'ailleurs civil aussi, des services de renseignement qui est là, et ça mettrait également en danger les Ukrainiens. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être, bien sûr, tout à fait distingué de la proposition qu'a faite Emmanuel Macron lors de la fameuse réunion. Proposition, encore une fois, que je soutiens d'autant plus que c'est quelque chose que j'avais proposé il y a déjà plus d'1 an. Donc je pense que, évidemment, avoir après des troupes beaucoup plus nombreuses des pays de l'OTAN, en tout cas des pays qui le choisiraient, pour aider les Ukrainiens d'abord à lancer des contre-offensives, pour des missions de formation, mais aussi pour protéger les territoires libérés de l'Ukraine, pour éviter qu'ils ne soient attaqués ou reconquis à leur tour, et pour protéger aussi les civils des frappes aériennes incessantes que lance la Russie sur un certain nombre de ces zones. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait indispensable, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie de troupes, soyons là aussi faisons très attention, ni aussi dans le même format. Les troupes spéciales, ce sont des effectifs par définition assez limités. S'il s'agit un jour, et je le souhaite dès que possible, qu'on envoie plus de troupes je dirais en Ukraine pour ces missions de sécurité, là on sera sur des contingents beaucoup plus importants, même s'ils ne seront pas bien sûr des troupes combattantes, il s'agit appuyé sur pas que des troupes françaises, américaines, britanniques, allemandes, canadiennes ou quoi que ce soit combattent à côté des Ukrainiens, en tout cas pas pour l'instant, pour reconquérir le Donbass et la Crimée. Général, il y a des forces spéciales, des conseillers insérés au sein des états-majors ukrainiens et même du personnel diplomatique sous couverture. Quel est l'intérêt militaire d'être au sein de l'état-major ukrainien et d'avoir des forces spéciales sur place? Tout dépend de la mission qui est donnée. Si ce sont des forces spéciales, ils ont des missions de renseignement principalement à la date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est leur mission traditionnelle sur un théâtre d'opération. Donc pour ça, il n'y a pas de changement. En revanche, pour les conseillers militaires, quel est leur rôle au sein d'un état-major? C'est d'apporter finalement leur savoir-faire. C'est quoi comme savoir-faire? C'est savoir planifier les opérations. C'est-à-dire comment les organiser, comment les mettre en lien les unes avec les unes avec les autres, c'est-à-dire en fait accompagner le travail d'état-major, parce que ce sont des compétences d'état-major. Maintenant, il peut aussi y avoir des spécialistes. Le général Delors rappelait très justement tout à l'heure qu'il y a des officiers de liaison. Un certain nombre d'officiers de liaison, pour nous, c'est quoi? Un officier de liaison, c'est un officier français qui va être au contact d'un homologue au sein d'état-major pour aussi faire le lien entre la vision française et ce qui se passe en Ukraine, en l'occurrence. Donc c'est un échange d'informations qui ne peut pas se faire toujours par écrit, qui ne peut pas se faire par téléphone. C'est le rapport physique. Et le rapport physique, c'est quoi aussi? C'est finalement des relations de confiance entre l'officier français et son correspondant ou ses correspondants ukrainiens. On va pouvoir expliquer des choses tranquillement, sans justement avoir une chape administrative autour. Donc on va régler par un problème de confiance en de sujets, et puis faire remonter des informations. Si l'état-major ukrainien, par son officier de contact, voit l'officier de liaison et dit voilà, on aura peut-être besoin de tant de munitions, c'est un exemple comme ça, eh ben, cet officier de liaison qui a vu le sujet dans l'état-major, qui a pu vérifier aussi peut-être la validité de la demande, va la remettre en forme et la faire remonter vers l'état-major français pour effectivement proposer qu'on fasse ou on ne fasse pas. Peut-être que le grand public n'avait pas conscience de la présence, certes limitée, on ne parle pas de troupes combattantes en Ukraine, de troupes françaises en Ukraine. Est-ce que si demain, un membre des forces spéciales décède en Ukraine, on le saura? Pas forcément. En Afghanistan, il y a eu des pertes qu'on n'a pas évoquées comme cela. Les forces spéciales ont un avantage, si je peux m'exprimer ainsi, de pouvoir mourir en toute discrétion. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas cette mort en valeur, qu'il n'y aura pas un cérémonial, mais par définition, les forces spéciales, ce sont des forces qui restent discrètes, y compris dans la mort. Voilà. Mais ce n'est pas des gens de renseignement, attention. Tout dépend de ce que veut dire le pouvoir politique. Si le pouvoir politique veut mettre en avant le fait que les forces spéciales soient sur le terrain, il dira oui, quelqu'un des forces spéciales est décédé. S'il ne veut pas en parler, il n'y aura pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il n'y a que le régiment d'appartenance et la famille qui sera vraiment au courant. Arlette. Je pense qu'il faut effectivement, Solène le faisait, faire la différence. Et d'ailleurs, on voit bien que on démine les propos du président de la République. Ce que dit Stéphane Séjourné, il explique bien encore aujourd'hui. Et on est samedi, dans mon souvenir, c'est ça? Oui. Et les propos remontent à lundi soir. Donc, il est bien précis sur effectivement les raisons pour lesquelles il y a des Français qui seraient présents. Déminage, défense, cyber, assistance,
Donc, ça va. Après, il faut quand même dire que les Français n'ont absolument pas compris ça. Et rien n'est exclu du président de la République avec les déploiements de troupes. Ça donne hier un sondage publié par Le Figaro. 74% des Français disent qu'ils sont évidemment totalement opposés à un envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Et 68% qui estiment que le président de la République a eu tort de tenir ses propos. Donc il y a une incompréhension. Et j'ajoute juste, comme pour poursuivre sur ce que dit le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, qui fait une allusion à 38, à Munich. Alors, si on en est effectivement là, je pense qu'il faut vraiment parler aux Français. C'est-à-dire que si on en est au point de faire des choix aussi fondamentaux, et à chaque fois depuis le début, c'est le débat, ceux qui disaient qu'il faut discuter avec la Russie, ils ont été très vite traités de Munichois, qui est quand même la pire des insultes en France, mais c'est vrai que si on en est là à des choix aussi fondamentaux, 38, 39, la guerre, le déshonneur et la guerre, franchement, il doit y avoir une communication. Alors, ce qui peut se réjouir côté français, c'est que le chef de l'État va consulter l'ensemble des partis politiques la semaine prochaine. Il y aura un débat au Parlement. Mais si la France considère qu'effectivement la menace est aussi forte qu'elle pouvait être en Europe en 1938, honnêtement, il faut sans doute arrêter peut-être de ronronner ou de tenir des propos qui ne sont pas compris par les Français, parce que là, sinon, il y aura un fossé de plus en plus grand entre l'opinion et les choix politiques. Donc, encore une fois, moi, je pense qu'il faut vraiment tenir un langage de vérité et clair, c'est-à-dire qu'il puisse être compris par tout le monde. Et pas juste par Poutine, qui lui a compris le message que lui a envoyé le président. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Franchement, l'ambiguïté stratégique, lui, il comprend. La difficulté, c'est que des citoyens ne comprennent pas. Et la réaction, d'ailleurs, effectivement, qu'on a vue dans d'autres capitales européennes, c'était par la même inquiétude, évidemment. C'est-à-dire, on se désolidarise de la France parce qu'il y a des implications, évidemment, intérieures. Et Vera, cette inquiétude, Poutine entend évidemment l'exploiter. Oui, effectivement, on a entendu les propos que tenu Poutine jeudi pendant son allocution annuelle au peuple russe. Les propos ont été quand même au degré encore plus élevé de l'agressivité, et on peut supposer que c'était partiellement une réponse aussi à ce qu'a dit Macron. En même temps, on voit que ce qu'a dit Macron, c'était assez dans l'esprit de l'ambiguïté stratégique, donc il ne s'agissait pas d'envoyer tout de suite les soldats pour combattre à côté des Ukrainiens. En même temps, il a insinué aussi la détermination de l'Occident d'aller jusqu'à la fin avec l'Ukraine et d'être prêt peut-être aux solutions très compliquées, aux solutions très dures. Et c'est ça, à mon avis, qui a aussi poussé Poutine à monter le degré de l'agressivité dans son discours. C'est pas en soi la guerre avec l'Europe, parce qu'il est déjà en guerre avec l'Europe. Il faut l'écouter bien. Poutine, tout le temps, en parle. Il dit qu'il est déjà face à l'OTAN, face à l'Europe qui combat avec l'Ukraine. Donc pour lui, il est déjà dans cette guerre. En même temps, ce qu'a entendu Poutine, ce qui à mon avis est dérangeant pour le Kremlin, c'est la détermination de l'Occident. Parce que pour l'instant, son plan était dans le fait que l'Occident va lâcher assez vite. Donc il faut juste attendre les élections de Trump, et peut-être Trump fera la pression sur l'Europe, et l'Europe va abandonner l'Ukraine, et on pourra signer le deal pour annexer les territoires presque officiellement avec l'accord de l'Occident. Sauf que Macron a montré la détermination que ça n'allait pas se passer, que l'Occident allait tenir. Et c'est ça qui dérange les plans de Poutine, parce que pour l'instant, aussi, la guerre longue est compliquée pour lui, et ça peut entraîner des problèmes économiques et politiques en Russie et fragiliser le régime de Poutine.